Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gérard, plus connu sous le nom de GG. Nous enregistrons chez une sariste de renom. Bonjour Gérard, peux-tu te présenter ? Donc Gérard Gauthier, 69, presque bientôt 70, diagonaliste depuis 2007. J'ai fait la série aller-retour des diagonales. Je vais peut-être en retenter une cette année. Aller-retour, donc tu as fait les 18 diagonales. Voilà, c'est ça. Ta première diagonale, c'était en quelle année ? Alors, ma première diagonale date de 2007. Ça s'est fait incidemment parce que mon objectif de l'année, c'était plutôt le Paris-Brest. Et puis, j'appartiens à un club où il y a une grande tradition de diagonalistes. Et puis, il y a une sorte d'émulation. Et je me suis retrouvé embringué dans une diagonale. Et bien m'en a pris parce que ça a été le début d'une longue série. Tu as toujours fait du sport ? Non. À vrai dire, jusqu'à 49 ans, j'avais plutôt tendance à prendre un peu de ventre, hein, parce que j'avais une activité essentiellement au bureau. C'est pas là que ça s'arrange, ce genre de choses. Et j'étais très pris par ma vie professionnelle du moment. Et puis, je sais pas trop pour quelle raison, j'ai eu l'idée, vers 49 ans, de m'acheter un vélo. Le risque, c'était qu'il se retrouve pendu à un clou. Au bout de 2 ou 3 sorties, ça arrive quelquefois, et curieusement, ça m'a plu. Et j'ai enclenché et depuis, je n'avais plus jamais arrêté. Comment t'es passé de non-sportif à diagonaliste ? Finalement, assez rapidement, parce que j'ai dû commencer le vélo. J'ai commencé le vélo exactement le 3 janvier 2003, quand j'ai acheté ce vélo neuf, qu'il a bien fallu essayer. Puis, j'avais fait un truc quand j'étais gamin. J'avais été voir mes grands-parents qui étaient à 127 km de chez moi, dans une région qui est assez accidentée, le Jura, pour tout dire. Et je voulais me rendre compte d'abord si j'étais capable de reproduire, entre guillemets, l'exploit de mes 14 ans. À la suite où mon grand-père m'avait d'ailleurs acheté un vélo, parce que ça y avait beaucoup plu. J'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai commencé par 100, 150, et puis de fil en aiguille, on augmente. Et puis après, j'ai eu l'idée d'aller voir ma mère, et mes premières longues distances, c'était pour aller voir ma mère qui habitait dans le Jura. Ça faisait à peu près en 470 bornes, suivant les itinéraires. Et c'était un début de la grande distance. Et puis je me suis piqué au jeu, je me suis dit pourquoi pas Bordeaux-Paris, j'ai commencé par ça. Bon, j'avoue que c'est pas une expérience qui m'a enchanté parce que c'était un peu assez... c'est pas le meilleur itinéraire pour s'initier à la longue distance, selon moi. Et puis après, j'ai eu la chance, donc parce que j'étais dans un milieu favorable après être entré au club de l'Union Cyclo-Touraine, qui est un club qui a une grande tradition de la longue distance, de rencontrer les bonnes personnes. Et notamment Christian Reynaud, que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est un sariste qui vient accueillir les gens généralement sur Dunkerque, Hendaye ou Hendaye-Dunkerque. Et c'est quelqu'un d'assez attachant. Une précision, quand à 49 ans, sans avoir fait de sport, t'achètes un vélo et que tu vas faire des diagonales, tu t'es acheté un magnifique vélo, tu t'es fait plaisir ? Pas du tout. J'ai pris un premier prix parce que je trouvais que c'était déjà assez cher. Ça devait être un vélo à peu près à 1000 euros. Et je l'ai toujours, j'ai jamais voulu le revendre parce que je suis un grand sentimental de ce point de vue-là. Je dirais que c'est avec ce vélo-là que j'ai dû faire le plus de diagonales. Je me rappelle plus du détail de chacune des diagonales, je pourrais le retrouver, mais c'est sans doute celui qui a le plus roulé parce que petit à petit j'ai pu l'adapter à la longue distance. L'habit ne fait pas le moine, le vélo ne fait pas le diagonaliste. Non, c'est pas le vélo qui fait le diagonaliste. Pour moi, c'est l'envie de faire une diagonale. Et puis la motivation d'abord. Il faut quand même pas négliger la condition physique, hein, mais ça paraît assez évident. Et pour moi, c'est pas le matériel qui va régler les problèmes. Et c'est un point sur lequel je reviendrai peut-être plus tard. Pour moi, la condition
absolue pour réussir une diagonale, ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui n'a pas le mental n'arrivera jamais au bout d'une diagonale. Devant le physique, le mental. Devant le physique, on peut être fatigué. Quand on est fatigué, on pédale moins vite. On a aussi la faculté de se reposer et de repartir. Mais quand on a le moral dans les chaussettes, c'est fini. Le vélo, on le met dans le train ou chez quelqu'un et puis c'est fini. Pour moi, c'est la chose qui est primordiale. C'est le mental qui dirige le corps. Voilà, c'est le mental qui dirige le corps. Bon, ceci dit, il y a des fois le physique, bien sûr, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des rouillés, et des fois on est à la limite de ce qu'on peut faire, mais bon, il y a la faculté de se reposer, la faculté de s'organiser autrement. On a de la ressource hein, quand on a envie de faire quelque chose. Même si on parle de diagonale aujourd'hui, quelques Paris-Brest, tu as fait plusieurs Paris-Brest? Oui, j'en ai fait 4. Le premier reste à mon avis le plus beau. Alors si je dis pourquoi, c'est parce que je l'ai terminé à 2 minutes du délai final. De 90 heures? Voilà, j'ai fini en 89 heures et 58 minutes, parce que c'était dans les conditions dantesques du Paris-Brest, puis que j'étais pas très très expérimenté. Et puis, bon, je l'avais fait en autonomie. Et je dois dire d'ailleurs que si je l'ai réussi, c'est pas grâce à moi, c'est parce que j'avais un compagnon de route qui était âgé à l'époque, il a l'âge que j'ai maintenant, mais qui se disait que peut-être ce serait le seul Paris-Brest qu'il ferait, et il ne voulait pas céder. Moi, j'aurais été seul, j'aurais cédé. C'est là encore la preuve que le mental est capital pour réussir ce genre de choses. Il y a plein de choses qui s'arrangent, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais j'ai eu beaucoup de chance sur ce Paris-Brest parce que j'avais eu quelques problèmes mécaniques et qui se sont réglés grâce à la communauté des gens qui font du vélo. C'était des Italiens qui m'avaient tiré d'affaires à un moment donné où j'étais plus en état de le faire. Tu m'as dit qu'un Paris-Brest, c'est plus simple qu'une diagonale. Oui, j'en ai fait 4. Alors ceci dit, le dernier que je devais terminer les doigts dans le nez, parce que je venais de boucler en solitaire une eurodiagonale entre Brest et Inverness, en aller-retour, donc ça faisait, je crois, 2500 km ou quelque chose comme ça, et 28 mètres de dénivelé. J'avais donc l'entraînement idéal un mois avant, et c'est le seul où je me suis vautré, pour dire les choses clairement. Parce que tout simplement, je me suis endormi sur le vélo, puis que j'ai atterri dans un mur. Donc on va pas plus loin. Dans ces conditions-là, on va pas plus loin, j'ai plié ma roue. Bon, c'est un petit détail, c'est une anecdote. Comme quoi, c'est effectivement difficile. Hein. On ne peut pas dire que c'est rien du tout, un Paris-Brest, c'est pas vrai. Mais je pense que quand on met la barre un petit peu haut sur les diagonales, c'est souvent plus difficile parce que on est confronté à des problèmes qu'on ne peut régler que seul. Si on part seul. Si on part seul. Et toi, tu es adepte, tu les as fait à plusieurs, tes diagonales? Alors, les diagonales, j'en ai fait à plusieurs. Moi, je déconseillerais de les faire en trop grand nombre. Non pas parce que, disons que la difficulté, c'est quand on est 4 ou 5 personnes, il y a 4 ou 5 métabolismes, il y a 4 ou 5 personnalités qui ont des coups qui sont dans le dur, mais pas au même moment. Mhm. Et ils n'ont pas forcément les mêmes aptitudes physiques. Il y en a qui sont des grimpeurs, il y en a qui sont des rouleurs. Et donc, plus on crée de disparité, plus il y a de disparité, plus il y a de risque d'échec. Bon, il y a aussi plus d'occasions de s'arrêter. Donc, quand on sait qu'une diagonale, c'est aussi la gestion du temps. Les diagonales qu'on gère le mieux, finalement, c'est celles qu'on fait toutes seules. Parce qu'on est on est plus efficace, tout simplement. On est plus efficace, et puis, c'est pas désagréable. Alors, moi, ce que je recommande, mais ça, c'est un ressenti personnel, d'autres auront une autre approche, c'est la diagonale à 2 avec un coéquipier, avec lequel on s'entend bien, même si on a des aptitudes physiques assez différentes. Il m'est arrivé de randonner avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient 10 ans. J'étais le maillon faible, mais ça n'a pas empêché qu'on réussisse parce que les personnes se mettaient l'une à l'écoute de l'autre. Ça, c'est important. Il faut un bon coéquipier. Je veux partir avec des gens qui sont sympas, des gens à qui je m'entends. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, c'est peut-être arrivé rarement, des petits moments de tension, mais rien. C'est pas un problème.
Dans tes 18 diagonales, tu as emmené des primo-diagonalistes, des débutants? Alors, ça a été mon grand plaisir. J'ai d'abord été initié, et ça a été quelque chose d'essentiel. Et ça a beaucoup de sens. Parce que chaque fois que j'ai réussi quelque chose que j'estimais difficile, la première personne que j'ai toujours alertée, c'était mon mentor en diagonale, donc Christian Reynaud, dont je vous ai parlé tout à D'accord. l'heure. Quand je t'ai présenté, j'ai dit aujourd'hui on reçoit Gérard, plus connu sous le nom de GG, mais tu es très connu parce que tu as un site qui porte ton nom. Peux-tu en parler? Alors le site, c'est une affaire de famille. J'ai un de mes fils il est un peu comme moi, c'est un touche-à-tout. Donc il développe en informatique depuis des années. Et pour mes 65 ans, j'ai eu un cadeau magnifique. Il a toujours eu accès à mon ordinateur. Mes photos sont relativement bien classées, mais j'aime beaucoup écrire et mes textes étaient bien classés. C'est mieux rangé que mes affaires dans ma sacoche, hein. Donc, Cyril m'a fait la surprise de concocter un site. Donc, il a fait toute l'architecture du site à partir de mes photos et de mes écrits. Et puis, on s'est piqué au jeu. Puis, comme j'ai un peu de curiosité aussi de ce point de vue-là, il m'a initié pour pouvoir étoffer ce site. Au début, j'ai voulu mettre quelques conseils que je croyais utiles pour essayer d'aider les gens. Puis, je me suis aperçu que finalement, avec 18 diagonales, puis je fais aussi des eurodiagonales et des centrionales, j'avais quand même. Et puis, bon, je fais beaucoup de grandes distances, comme tous les grands randonneurs. J'avais une petite expérience que je pouvais faire partager. J'ai choisi de diffuser certaines informations qui me paraissaient intéressantes, puis aussi démystifier certaines choses. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on a en face de nous GG Diagonaliste qui, n'importe qui veut faire une longue distance, sa première diagonale, son premier Paris-Brest, va sur ton site. Pas nécessairement. Je pense que bon, j'ai fini par avoir une petite notoriété et ça me fait plaisir. Parce que quand un gars vient me dire qu'il a lu un truc qui se passait à Rome ou un truc comme ça, bon, ça me fait plaisir. Parce que bon, si on écrit, c'est aussi pour être lu. On écrit pour soi, mais on écrit aussi pour être lu. Donc c'est un de mes plaisirs. Oui, et plus on sait qu'on est lu, plus on a envie d'écrire. C'est un peu comme le vélo, hein. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Alors moi je suis convaincu qu'il y a une grande utilité pour tous ceux qui font longue distance, et tu as dit avant, ce site je l'ai fait pour faire tomber des évidences, Oh, c'est-à-dire... je veux pas faire tomber. Bon, disons que je veux démystifier certaines choses. Oui. C'est-à-dire que, bon, là, j'ai bien sûr les outils pour savoir ce que les gens vont voir sur mon site. Et ça m'a un peu désolé quelquefois, c'est de voir que la rubrique qui était la plus consultée, c'était la rubrique matériel. Or, bon, bah, il est évident que le matériel, on ne peut pas négliger. Mais je dirais que la règle de base, c'est d'avoir un vélo qui marche. Un vélo qui soit fiable. Je dirais un vélo rustique, facilement réparable, et un vélo qu'on connaît bien, et puis sur lequel on se sent bien, évidemment. Mais se dire que parce qu'on va acheter tel vélo, on va pouvoir réussir ce qu'on n'a jamais réussi avant, j'ai quelques doutes là-dessus. Pour preuve, bon, bah, depuis quelques années, j'ai consommé quelques vélos, si je peux dire. J'ai roulé en alu, j'ai roulé en carbone, j'ai roulé je roule maintenant en titane, mais c'est bon. Tous les vélos marchent, hein. Tous les vélos marchent. Il faut un vélo qui soit fiable, c'est tout. Fiable, robuste, Oui. Et avec un puis, point spécifique sur l'éclairage. alors, l'éclairage, ça me paraît être un des éléments les plus, un des éléments essentiels parce que moi, j'aime bien rouler de nuit. Ça peut me paraître bizarre, mais j'adore ça. Parce que c'est un moment privilégié. On est au milieu de nulle part. On est le maître du monde quand on roule de nuit. C'est formidable aussi pour l'introspection. C'est des choses on prend pas le temps dans la vie de tous les jours de se regarder le nombril. Et la nuit, c'est particulièrement propice. Il y a des fois, j'ai roulé de nuit, mais plus par envie que par nécessité. C'est pas pour boucler un truc, c'est parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là. Donc l'éclairage, j'ai dû faire 9 diagonales avec un éclairage classique, hein, des Cathay, des choses comme ça, là, un éclairage correct, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Pour moi, un élément essentiel de sécurité et de confort,
C'est un vrai éclairage, donc bon, je ne vais pas faire de la pub pour une marque particulière, mais si quand même, Moyeuson, les éclairages de luxe, ça crache, on voit clair, on voit les couleurs de nuit, et c'est des choses qui permettent de faire des choses, je dirais, de faire des trucs hors normes. Ça m'a permis de rouler par exemple des fois jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin, parce que j'ai envie de rouler jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin, tout seul dans les Highlands ou des trucs comme ça. Bon, c'est plus la diagonale, mais c'est le diagonale, c'est la cousine. Hein. Oui, ça se retrouve. Et donc, avec ce type de matériel, on peut faire ce genre de choses. On se sent bien. Si je parle de confort, si je parle de selle, de cuissard et de fesses, comment Alors, toi tu gères ça? bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai copié un peu les copains, parce que, bon, bah, mais bon, il y a des cuissards que je m'achetais à une certaine époque, je ne m'achète plus maintenant, parce que je me suis aperçu, j'ai la chance de ne pas avoir mal aux fesses. Ça, c'est une grande chance. Les rares fois où j'ai eu mal aux fesses, c'est quand j'avais les fesses mouillées. Bon, bah, la Sainte Biafine me permet de me tirer d'affaire. Ça se règle comme ça, tant mieux. Bon, il y a des gens qui sont plus sensibles Des fesses. de l'arrière, si on peut dire. Il faut une bonne selle. Bon, il y en a qui jurent par Brooks. L'essentiel, c'est d'avoir trouvé. C'est un peu comme pour les femmes, il faut trouver la femme qui convient. Et toi, c'est quoi Voilà. ta selle et ton cuissard? Voilà. Tu as Bon. quoi comme selle? Bon, moi j'ai une selle Italia, je prends avec des rails une selle percée parce que Ouais. j'avais quand même quelques petits problèmes au départ. Je prends des rails titane parce que j'ai un petit inconvénient, c'est que je fais dans les bons jours en dessous je fais 4 à moins 10. Donc ça souffle et j'aurais peur que les rails cassent. Si vous faites 55 kilos, vous pouvez y aller avec des rails en alu, il n'y aura aucun problème. Donc les rails titane sont plus solides que les rails alu, Oui, oui, oui. avec un gain en confort aussi peut-être. Le gain en confort, je sais pas, j'ai jamais essayé les autres. Mais Ok. c'est simplement pour une question de solidité, parce que casser un rail de sel, ça peut faire très mal. Pardon, ton Oui. cuissard, tu as quoi? Alors j'ai eu des Assos, j'ai eu des Castelli, il faut un cuissard de bonne, disons, c'est pas de bonne marque, c'est un cuissard de bonne qualité. Bon, les Assos c'était vraiment au-dessus du lot. Notamment en hiver, quand par exemple, mais les prix sont devenus tellement délirants que je me suis aperçu qu'on arrivait à rouler avec autre chose, et de manière tout à fait satisfaisante. On a parlé de sécurité. As-tu un rétroviseur? Alors, ça, effectivement, c'est quelque chose qui coûte pas très cher, et ça me désole de voir quelquefois je suis un peu maniaque sur la sécurité parce que je considère qu'on n'a qu'une vie. Et ce serait dommage de la perdre sur la route, et les occasions de la perdre sont nombreuses. Un bon rétro, il peut y en avoir pour une quinzaine d'euros. Et c'est déjà un réel élément de sécurité. Il faut penser à le regarder quand même aussi. Hein. C'est pas le tout d'avoir un rétro. Et j'ai l'impression, les rares fois où ça m'est arrivé de perdre le rétro, c'est arrivé quelquefois, j'avais l'impression d'être tout nu. Et je me sens mal quand je n'en ai pas. Alors je sais, ça fait pas très coursier, mais bon, avec mes 90 kilos, je risque pas de passer pour un coursier. Tu roules en jaune, j'imagine, en Alors, visible. il y a un jour, quelqu'un m'a dit, moi je veux pas rouler en jaune parce que j'ai pas envie de ressembler à un poussin. Et moi j'ai dit, bah c'est libre à toi, si tu as envie de ressembler à une fraise écrasée, c'est l'occasion, C'est un choix. c'est un choix. Et alors je vais faire de la pub là pour une marque parce que je suis devenu un adepte, on m'avait prêté l'accessoire. J'ai cru que c'était un gadget. Et sincèrement, les radars Garmin, hein, puis, pour ne pas le Mhm, citer, mhm. c'est un vrai plus parce qu'on est. Alors, d'autant que je suis un peu dur de la feuille, naturellement distrait quand je suis pris dans mes pensées. Bon, on peut entendre la première voiture, des fois on ne comprend pas qu'il y en a une deuxième ou une troisième. Là, on est alerté de manière extraordinaire par cet outil. Et j'ai constaté aussi que tous les gens qui finalement avaient opté ce truc-là, des fois pas pour cet accessoire-là, parfois par mimétisme, finissent par admettre très rapidement que c'est un réel plus pour la sécurité. Alors, à plus forte raison quand on fait de la longue distance. Quand on roule en peloton, c'est bien aussi, c'est vraiment un plus. C'est plus cher qu'un rétroviseur, mais ça offre clairement un plus. C'est un complément du C'est un rétroviseur, complément. c'est-à-dire on est alerté par cet accessoire. Le rétro donc permet de contrôler parce que on n'a pas les yeux derrière la tête, donc le rétro est indispensable. Hein. C'est pas
l'un à la place de l'autre, c'est bien l'un avec l'autre. D'accord, complémentaire. C'est une parfaite complémentarité. Quand on parle de longue distance, on parle de longues heures sur le vélo, plusieurs journées d'affilée. Oui. Comment tu fais pour gérer l'effort, pour pas être épuisé à la fin de ta journée ou au bout de 3 jours? Oui. Alors bon, je suis comme tout le monde, hein, je suis fatigué quand on arrive au bout, des fois ça m'est arrivé d'être complètement décalqué. Et que, j'ai le souvenir d'une arrivée d'un Menton-Brest en solitaire, où il paraissait tellement évident à la gendarmette qui m'a accueilli que j'étais décalqué, qu'elle a fini par appeler le tram pour me permettre de rentrer à l'hôtel, que comme par hasard, j'avais choisi à 8 km de Brest. Bon, je suis pas quelqu'un de très simple. Alors, Oui, j'ai pas répondu à ta question, moi j'ai perdu le fil. comment tu gères l'effort? Tu fais attention à ton cardio, Alors j'ai un cardio, mais à vrai dire, je le regarde pas trop souvent. Ça, c'est par mimétisme. J'ai cette chance-là pour l'instant parce que j'ai pas de problème cardiaque. Non, en fait, moi, pour gérer mon effort, c'est paradoxal de dire ça, mais c'est dans la feuille de route. Je fais une feuille de route qui est extrêmement détaillée, très pointilleuse. Les gens qui fréquentent mon site pourront les voir. Et en fait, je multiplie les points intermédiaires, non pas pour me diriger, puisque j'ai tous les accessoires qu'il faut, je roule avec 2 GPS, hein, j'ai un GPS de secours. C'est pas tellement pour me diriger, c'est surtout pour me faire bien un bon découpage. C'est des mini-étapes, des étapes qui font 4 km, 6 km, 8 km. Je connais chaque fois la dénivelée et la distance, je sais le niveau de difficulté qui va se présenter. Ça me permet aussi de savoir où je vais pouvoir ravitailler, ça me permet plein de choses, hein. Et puis en même temps, ça me permet de me mettre le parcours en tête. Ayant une idée de la sauce à laquelle je vais être mangé, et en ayant préparé le menu, ben, je suis rarement surpris par ça. Je me contente pas de faire une trace et puis dire on verra bien. Et donc, je me suis jamais posé la question, je peux dire euh, sur les 18 diagonales que j'ai faites, je sais plus combien, les 8 ou 9 euros diagonales, les quelques centrionales plus tout le reste, me suis jamais dit je suis à tel kilomètre du début ou de la fin. J'ai des objectifs qui vont rarement au-delà de l'heure. de l'heure. Ok. Oui, en gros, Ouais, ouais, d'accord. mon objectif, c'est d'arriver à tel endroit, puis quand je serai à tel endroit, je repasse à tel endroit, et c'est ce qui me mène au bout. Alors des fois, j'y arrive pas tout à fait dans les temps que j'ai prévu, parce que ça ressemble à un horaire de chemin de fer, mais je suis un peu comme la SNCF, je respecte pas toujours les horaires. Donc, un éléphant peut se manger à la petite cuillère. Tu manges petit à petit les Voilà, grandes étapes. exactement, c'est ça. Alors, Et des justement, fois, on peut manger 2 éléphants à la petite cuillère. mais ça c'est très bien parce que la longue distance peut faire peur. Et donc ça c'est une bonne méthode, Bah, petit à petit. C'est ma méthode parce que si tu veux, moi je considère que j'ai des moyens physiques limités. Bon, je veux pas jouer faire de la fausse modestie. Bon, j'estime être un bon rouleur, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont nettement qui sont très supérieurs d'un point de vue physique. D'ailleurs, mes collègues se marrent un petit peu parce qu'ils savent que je suis pas bon grimpeur, mais ils ont peur des parcours que je fais du point de vue de la dénivelée. C'est un peu paradoxal comme mec, hein. Tu mises pas tout sur la performance, tu mises aussi sur le mental. Tu me diras, est-ce que ça peut se travailler le mental? Oui, je pense que ça se travaille, hein. Moi, je ne suis pas du genre à me lamenter sur moi. Je prends les choses comme elles viennent. Alors, dire que je suis content de voir la grêle me tomber dessus, non, pas vraiment. La neige, ça m'est arrivé. Je le recherche pas, mais si c'est là, je gère. Je fais avec. On se comporte pas de la même manière. Il m'est arrivé de rouler sur des routes inondées. Il m'est arrivé de rouler, c'était pas dans des diagonales, mais des diagonales, c'est un peu le même tabac, de passer des cols sous la neige. C'est arrivé à d'autres, hein, et ça se gère. C'est pas ce qu'on souhaite de manière idéale, mais on faut faire face. Je pense que le fait d'avoir passé plusieurs fois des obstacles comme ceux-ci, on sait que quelque part, on va s'en sortir. J'en ai encore jamais vu qui soit mort de faire des choses comme ça. Bon, au pire, qu'est-ce qu'on risque? L'abandon, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Qu'avec soi. Voilà, c'est ce qu'on s'est fixé comme limite.
Et puis, beaucoup de choses sont possibles. Hein. En préparant l'entretien, tu me disais en plaisantant que tu consommais un demi au 100. Tu Non, trouvais mais ça ça, c'est rigolo, pour rire. Hein. mais comment tu gères l'alimentation et l'hydratation sur une diagonale? Alors, pour répondre à ta question sur un demi au 100, pas un demi, mais pas un demi de n'importe quoi. Si la bière est de mauvaise... si c'est pas une bonne bière, je m'arrête pas. Non, mais quelquefois, ce que je veux dire par là, c'est que il m'arrive de faire des pauses. Bon, moi, je suis pas un adepte de la diététique. Hein. Je suis plutôt par exemple, le matin, je déjeune pas. C'est une habitude. Et je suis plus en appétit après avoir roulé 2 heures. Donc, il m'est arrivé d'aller... je vais faire hurler les gens, mais ça m'est arrivé d'aller acheter du boudin le matin. Et je suis plus un adepte du salé que du sucré. Moi, les croissants, ça me sort des pas... J'aime pas. J'aime mieux un peu... je suis pas un adepte de la charcuterie chez moi, mais quand je suis en diagonale, j'ai le droit de manger tout ce qui se présente. J'ai discuté avec des gens qui étaient un peu médecins, qui étaient pas un peu, mais qui étaient carrément médecins. Ils me disent on peut manger tout ce qu'on veut. C'est pas un problème. On a le droit à tous les excès. Faut pas se mettre à picoler, bien évidemment, mais un demi n'a jamais tué personne. Hein. Sur un... Bon, je disais un demi au 100, c'est pas tout à fait vrai. Mais Voilà. l'expression est bonne. Tu n'es pas sur la Oui, performance voilà. de l'alimentation, de tout, Alors, etc. non, et puis bon, par exemple, ici, il y a quand même des choses que je fais, c'est que par exemple, sur les grosses chaleurs, je bois jamais de coca, mais ça m'est arrivé de me taper 2 coca de suite, parce que c'est du sucre, c'est énergétique, et c'est les seules fois où j'en bois dans ma vie, mais à ce moment-là, ça me fait du bien. Je crois que ce qu'il faut, c'est se faire du bien. Donc tu fais ça à l'instinct, à À l'envie. l'instant, moi, j'ai pas de méthode. Ok. Ma méthode, c'est l'absence de méthode. Bah, ça se tient complètement. Un point important aussi sur ta philosophie de la longue distance, comment tu gères ton chargement et ta bagagerie. Alors Tu là, pars le plus léger possible, comment tu fais? non. Alors, j'ai fait comme tout le monde. Hein, au début, on fonctionne, on regarde un peu ce que font les voisins. J'ai essayé tel ou tel bagage. Bon, j'ai essayé diverses solutions, les bagages de sel, les trucs où on arrive à peine à rentrer toutes ces affaires. Bon, pour dire les choses poliment, je suis pagailleux, et si je les dis un peu moins poliment, je suis carrément bordélique. Ok. Et donc, ma femme a eu la bonne idée un jour, elle fait de la peinture, pour aller faire de l'aquarelle dans la campagne, elle avait acheté des sacoches pour mettre sur son vélo. Finalement, j'ai piqué les sacoches, et maintenant, j'ai adopté les sacoches de part et d'autre du vélo. Alors j'ai une sacoche qui est un peu plus noire que l'autre, c'est la sacoche nuit, où je mets tout ce qui va pratiquement pas me servir pour la journée, et c'est un début d'organisation ça. Hein. Et puis j'ai une sacoche jour. Alors par exemple tout ce qui peut être vêtements qu'on adapte au fur et à mesure de la journée. Alors, on a des gants par exemple de tel type le matin, des gants courts dans la journée, un imperméable quand il pleut, je ne sais plus. Donc et comme je suis assez pagailleux, je suis pas du genre à plier et à repasser. Donc je mets ça dans des sacs de couleurs qui sont estampillés. Je sais que le bleu clair, c'est tout ce qui est vêtements d'appoint sur le moment. J'ai aussi tout ce qui est chargeur, trucs comme ça, quand j'ai l'opportunité de charger. Bref, j'ai une organisation et je sais que j'ai du litrage. Les sacoches, je ne me pose plus la question de rentrer ça au tire-fort. Je tasse. Et puis quand j'ai besoin de quelque chose, et si je ne le trouve pas, c'est pas compliqué, je vire tout de la sacoche et je remets après. Tu t'encombres pas à chercher le moins de volume, t'emmènes ce qu'il faut. Le volume, j'ai aucun problème. Puis ça m'a même permis, dans certains cas, j'ai des copains qui se sont fait, qui ont eu des déconvenus avec des bagages. Ça m'est même arrivé de pouvoir transporter des bagages. La nourriture, Mhm. pardon, parce que quelquefois on pique-nique ou autre, si je dois acheter une pastèque, non, alors là j'exagère, hein, mais je suis un peu caricatural dans mon Ouais. propos. Si je dois acheter une pastèque, je l'achète et puis je la mets. Si elle a de la place dans la sacoche, je la mets dans la sacoche. Si ça nous fait plaisir. Je ne veux pas la transporter 200 km, mais On sait jamais. j'ai transporté aujourd'hui une bouteille de vin. Parce que je rencontrais un copain diagonaliste. Bon, ça c'est hors de propos. Alors, tu as une sacoche jour, une sacoche nuit. Tu Oui. dors à l'hôtel ou tu dors au bord de la route? Ah non, non. Alors, moi j'estime que quand j'ai fait 200. Je fais plus de 180 km par jour, puisque ma dernière diagonale doit remonter à 2017, je crois.
Je vais en refaire une cette année, mais je vais essayer du moins d'en refaire une cette année. Non, quand je suis pas adepte de dormir dans les fossés. Ça m'est arrivé de devoir dormir à la dure parce que j'avais mal géré quelque chose, mais c'est pas mon optique. J'estime que quand j'ai fait 300 bornes, même si c'est pour dormir que 3 heures, je veux pouvoir me laver, j'estime qu'une douche, ça vaut 3 heures de sommeil. Comme dit l'autre, c'est mon point de vue et je le partage. Mais complètement d'accord. Alors, tu es connu pour une méthode que tu as mis en place, qui s'appelle la méthode GG Diagonaliste. Quand on prend le train avec son vélo, on va envoyer les auditeurs vers ton site, mais peux-tu en parler? Alors, bon, c'est tout simple, hein, c'est que j'en avais marre d'être tributaire des trains qui transportent les vélos. Alors, ça complique pour les horaires, on ne peut pas arriver quand on veut. C'est compliqué. Bon, payer une fois 10 euros pour le train pour aller jusqu'à Paris et recommencer pour aller jusqu'à Dunkerque. Et quand on est 4, ça fait 40 balles. Bon, moi, je marche un peu à l'économie pour en faire le plus possible. Donc, il m'est venu l'idée un jour de me servir, de relier les deux roues et de me servir entre elles et de protéger le cadre avec les roues. Et cette méthode-là marche. J'avais une housse que j'avais gagnée en soumettant une idée à une revue. Et depuis, donc, que j'emballe mon vélo, cette méthode, elle est visible parce que mon fils m'a fait une vidéo qui montre un peu le système. Bon, si vous êtes intéressé, ça s'appelle Transporter son vélo par le train. Très visité par contre. Je l'ai mis en place il y a 2 ans. Je dois avoir, je sais plus, 16 000 visites sur ce truc-là. Donc c'est assez surprenant. Puis j'ai eu des retours, des fois, qui venaient de très loin. J'ai eu un jour un gars du Canada qui m'a écrit en me disant qu'il avait adopté la méthode parce qu'il voyageait beaucoup comme ça. Et ça marche, et puis je l'ai fait adopter à des copains. Et depuis, alors ce que j'avais fait, c'était un peu de l'artisanat, c'était du bricolage avec rien. Il faut savoir que le kit, il coûtait moins de 15 euros, hein, ce que j'avais fait. Depuis peu, je l'ai amélioré, donc il faudrait que je représente sur le site les améliorations que j'ai apportées, parce que là, ça, sincèrement, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est important parce que souvent le voyage en train dans une diagonale, c'est un point noir. Ah bah c'est le problème, hein. Moi, je dis quelquefois qu'il y a plus de difficultés à arriver ou à repartir. Bon, repartir, c'est moins grave, parce qu'on part plus tard. Mais arriver, quand on a tout qui est calé par rapport à un horaire d'arrivée, on vous plante une grève, on vous plante, je sais pas, des problèmes de train, ça remet tout en cause. Vous avez vous avez une préparation qui est longue et tout peut capoter à cause de ça. En faisant ça, je m'affranchis et je peux prendre n'importe quel train. Et j'en profite pour dire aux gens qui... alors là, je fais part de mon expérience en France et étranger. Bon, j'estime que le site de la SNCF est une catastrophe. Pour rechercher des transports par le train, bon, c'est connu chez les gens qui font de la longue distance, il faut utiliser le moteur de recherche de la Deutsche Bundesbahn ou de Trainline, le système italien, et là vous aurez des informations sur les trains locaux. Je prends un exemple. Si vous devez faire Nîmes-Tours, par exemple au retour ou à l'aller, peu importe, je vous mets au défi de trouver avec la SNCF. La logique, c'est de passer par Lyon et puis de venir directement sur Tours. Donc combiner TGV et TER, c'est impossible avec le système français. Ça marche parfaitement avec le système allemand. Alors j'ai essayé de le dire à quelqu'un, mais il devait être de la SNCF. J'ai encore dit dans le train là tout à l'heure. Et à mon avis, il était de la SNCF. Il m'a dit que ça marchait très bien. C'est pour ça que ça marche pas. C'est parce qu'il croit que ça marche bien. Alors, tu indiquais avant que tu aimes bien écrire en parlant de ton site. Quand tu faisais d'une diagonale, tu dois faire un récit. Oui. Tu aimes bien faire ça? Tu en fais toujours? Alors j'ai toujours été tenté j'ai toujours aimé écrire. Bon, c'est dans mon métier, j'écrivais, mais bon, c'était très technique, hein, c'était pas forcément très très folichon. En revanche, on m'a demandé lors de c'était même pas une diagonale, c'était une flèche. On m'avait demandé de faire un compte rendu. Et je l'ai fait, puis ça m'a bien plu. L'idée de coucher sur le papier les impressions, d'autant qu'elles avaient été assez fortes, de coucher sur le papier ces impressions-là, c'était bien. Je me suis assez vite pris au jeu. Je l'ai fait pour toutes les diagonales, quasiment la totalité des diagonales que j'ai faites. Puis bon, j'avais compilé ça dans divers endroits.
l'habitude a été prise, et même pour des choses où ça n'avait pas de caractère obligatoire, comme les eurodiagonales ou les centrionales, je le fais systématiquement. Puis aussi parce que j'avais un site à faire vivre, et il faut l'alimenter. Là, depuis peu, je me suis même dit que tout ce qui était couché par informatique risquait de disparaître d'un coup. J'arrête de payer, ça n'existe plus, pour payer pour le site, j'entends. Et donc, j'ai eu l'idée de compiler tout ce que j'avais pu écrire à droite à gauche. Comme les gens semblaient apprécier de lire certaines choses, parce que c'est souvent, je relate souvent des histoires assez cocasses, et donc depuis peu, là, j'ai compilé la totalité de mes écrits, et puis des photos, et pour faire quelque chose de cohérent, d'abord pour moi. Et si l'idée va un peu plus loin, et ça en prend le chemin, je vais peut-être essayer de publier quelque chose, auquel cas les diagonalistes auront une expérience. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun, je veux dire, tous les chemins mènent à Rome, donc il y a différentes manières d'arriver à un résultat. Ma méthode ne conviendrait pas à telle autre personne. Il y a peut-être des bribes de ma méthode qui peuvent convenir à d'autres. Et en fait, c'est un partage d'expérience. Et puis, je me dis que si j'y suis arrivé, d'autres peuvent y arriver. Parce que j'avais pas vraiment d'atouts, j'étais pas sportif. J'étais relativement vieux quand j'ai commencé, parce qu'il y a des gens, quand je vois, il y a des gens qui ont une pratique extraordinaire. Je suis sidéré, moi, de me dire, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Avant? Bah oui, mais bon, j'avais pas le temps. Ah, mais t'as bien rattrapé le temps perdu quand même. J'aime pas faire les choses à moitié. Donc, quand c'est un truc, c'est un peu à fond, peut-être des fois un peu trop. Voilà. Alors, tu m'as parlé, les récits, l'écriture, c'est un partage d'expérience. C'est ce que tu fais depuis le début de cet entretien. Je le fais, je vais être honnête, je le fais d'abord pour moi. J'aime écrire, et je suis un besogneux. Je suis un peu comme sur le vélo. C'est-à-dire que il y a des choses qui sortent d'un jet, mais je garde à peu près le premier jet. Mais je retravaille beaucoup parce que j'aime bien que la tournure soit plus agréable. J'ai tendance, vous allez vous en rendre compte sans doute dans cette interview, j'ai tendance un peu à me disperser. Bon, faire des phrases un peu plus courtes, les agencer, éviter les répétitions. Toutes ces choses-là, ça demande un certain travail, mais c'est un plaisir, l'écriture. Et puis, on revit, on vit. Et curieusement, je vais vous dire une chose, quand je randonne avec des copains, maintenant, par exemple, on partage les frais. Et donc, tout bêtement, je mets sur le téléphone, je note les dépenses au fur et à mesure où on les fait, au fil des dépenses. Je note le lieu, je dis on a pris 2 cafés, on a payé tant. Et finalement, quelquefois, en lisant ces trucs-là, je remplis les blancs qu'il y a entre deux. Et il me revient des choses en mémoire, c'est extraordinaire comment on peut arriver à tout retrouver. Parce que si on a noté le lieu, si on a noté... on a fait une photo par ailleurs, on a parlé de telle chose, et tout revient. Et finalement, quand je raconte mes histoires de vélo, il n'y a pas beaucoup de vélo, parce que je dis comme ça, des fois en rigolant, que le vélo, si on commence à raconter ça, c'est très fatigant pour les autres. Le vélo, c'est pas compliqué, sauf en Beauce où c'est complètement plat, où on va parler du vent. Mais le vélo, ça monte et ça descend, et quand ça descend plus, ça monte. Et si on raconte ça à longueur de page, on a vite fait de lasser le lecteur. Alors qu'il y a bien d'autres choses. Alors qu'il y a bien d'autres choses. Moi, il y a des fois, j'ai parlé de... Et puis des fois, ce qui me passe par la tête, alors bon, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est au moins intéressant pour moi. Comment tu t'entraînes pour faire tes diagonales? Je m'entraîne pas. C'est quoi ton entraînement? Tu t'entraînes pas? Non, je roule toute l'année. C'est pas d'entraînement. C'est pas d'entraînement. Si, je participe aux 2 décodax qui ont été initiés par Jean-Pierre Marie, là, qui est vraiment une belle idée, parce que ça permet de rouler en toute saison, et les gens, quand ils ont essayé une fois, donc ça les rassure de rouler en groupe, ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien d'impossible. Et en faisant ça, on se dit, on peut tenter une hivernale, on peut tenter... alors on n'est pas obligé de faire ça, c'est pas une obligation, on vaut mieux le faire la nouvelle saison, mais on s'aperçoit qu'on peut faire plein de choses. Et je veux dire, c'est à force de tenter des choses qu'on se rend compte que finalement beaucoup de choses sont possibles. Tu as partagé beaucoup de tes expériences là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aimerait faire sa première diagonale?
facilement comme ça en quelques phrases? Ben, faut pas se prendre la tête. Ça se prépare. L'idée, c'est d'essayer. Alors, moi, comme je prépare beaucoup, je vous ai expliqué ma méthode de découper. C'est des sortes de mini-étapes de quelques kilomètres. On n'est pas obligé de tomber là-dedans, mais avoir une idée un petit peu de la sauce à laquelle on va être mangé. Il faut savoir que le scénario tel qu'on l'écrit, c'est jamais comme ça qu'il se déroule. Et moi, je disais que j'ai tendance à dire que dans une diagonale, tout est prévu, sauf l'imprévisible. Donc, il faut laisser, plus on prévoit de choses et qu'on essaie de les régler à l'avance, ça laisse la place, ça laisse l'esprit disponible pour faire face à l'imprévisible. Il y a des trucs on maîtrise pas. Bon, une crevaison, ça fait partie du jeu. Un pneu qui se bousille, ça fait partie du jeu. Un hôtel qui était réservé, et puis bon, c'est embêtant, mais ça fait partie du jeu. Et bon, on s'adapte. En fait, il faut être disponible pour s'adapter à peu près à toutes les situations. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, selon moi, c'est le facteur chance. J'ai souvent eu de la chance. Je parle pas seulement de la météo, la météo, j'en ai fait dans de bonnes conditions, de mauvaises conditions. Il y a des fois, les choses sur le papier paraissent comme ça, perdues. Puis il y a un petit déclic, bon, j'ai pas d'idée très précise qui me viennent en tête, mais si, des fois, je vais vous raconter juste une petite histoire. Je fais une diagonale un jour, d'habitude, toutes mes réservations sont prises. Je ne sais pas pourquoi, je la faisais en septembre, je me dis, il n'y a personne qui, dans la Somme, va vouloir réserver. Il y a 40 places dans le machin, dans le gîte où j'avais réservé, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'une chose que je n'avais pas prévue, c'est que, une fois tous les 4 ans, il y a les Olympiades de la patate, et tous les producteurs de patates se retrouvent, et à 20 km à la ronde, il n'y avait plus une piole de libre. Et ben, bon, j'ai dû dormir dehors, je vous ai dit que j'aimais pas ça. J'étais décalqué parce que j'ai pas pu dormir correctement, bien que j'avais repéré un endroit et ainsi de suite. Le matin, j'étais vraiment avec les yeux qui sortaient de la tête, j'étais pas bien. Je demande s'il y avait un bistrot qui était ouvert pour que je puisse prendre un café et me remettre en état. Non, elle me dit c'est pas de chance, c'est le jour de fermeture. Et la dame, elle me voit et elle me dit je vais vous faire un café. On a commencé à discuter un peu avec elle et je dirais que la demi-heure que j'ai perdue à discuter avec elle, où je pédalais pas, où j'étais décalqué, eh ben, ça m'a redonné un peps pas possible. Ça t'a fait revivre. Et ça tient à des petites choses. Ça tient à des toutes petites choses. Et c'est tout. Hein. Bon, Ok, donc ça peut être très changeant, on peut être au fond du trou et puis ça repart avec on fait ça aussi pour ça, parce que si c'était écrit comme sur du papier à musique et qu'il n'y ait jamais une fausse note, ce qui fait l'intérêt de la chose, quand on joue la partition, c'est de rattraper la fausse note. Exactement. Et donc, moi, j'ai pas de règle. Ta journée type, tu pars à quelle heure, tu arrives à quelle heure et tu as combien de temps d'arrêt dans une journée? Je m'arrête beaucoup trop. Je m'arrête beaucoup trop parce que je suis bavard, vous l'avez peut-être rendu compte. Si je rencontre quelqu'un, on peut commencer à raconter un petit peu sa vie. Bon, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour le faire, une diagonale. Mais bon, moi j'attache beaucoup d'importance je dirais, c'est un mot qui est galvaudé, mais à la convivialité, à la proximité avec les gens. Et c'est un des plaisirs de la diagonale, il ne faut pas le négliger. Il n'y a pas que les paysages, il y a les gens. Et je perds beaucoup de temps. J'ai des fois défini que j'allais m'arrêter. Je considère que j'ai aussi, comme je me connais un petit peu, je considère que j'ai 20 minutes de perdu tous les 40 km. Ça, c'est calculé dans ma feuille de route. Je sais que quand la pente est à 15 mètres au kilomètre, je vais faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 18 ou 19 km heure. Bon, mais je sais aussi que je vais devoir m'arrêter pour... y a la nature hein, qui est là. Il y a le feu qui met un certain temps à passer au vert, pour éviter de les griller si on n'a pas envie de finir comme une fraise écrasée. Et il y a toutes ces petites raisons qui font qu'on croit qu'on ne perd pas de temps, mais on passe son temps à perdre du temps. Voilà. Ok, donc une journée va être longue. Elle est longue. Hein. Moi, je suis pas... quand je vois qu'il y a des gens qui sont capables, je les admire. Hein. Je connais des gens qui roulent, ils se sont arrêtés à la fin de la journée.
ils ont le GPS le comptabilise, ils se sont arrêtés 1h30 sur la journée. Moi, je suis incapable de faire ça. Hein. Tu vas passer à quoi? 2 heures, 2h30? Jamais compté. Je sais pas. Ok. J'arrive quand j'arrive. J'essaie d'arriver quand je peux. J'ai déjà de la marge. Je te dis, ma méthode, c'est l'absence de méthode. Hein. Ok. J'y arrive et je prends mon temps, je fais ce qu'il faut faire. Non, je ne prends pas mon temps parce que j'essaie quand même d'avancer. Ouais. Parce qu'on ne fait pas 300 bornes en regardant les mouches voler. Non, on se fixe un objectif. J'appuie tant que je peux, mais je ne veux pas me mettre... Si je me décalque, j'arriverai pas au bout. Donc, je fais à la limite de mes possibilités. Et puis, des fois, mes possibilités sont variables. Il y a des jours où je vois une niaque pas possible. Puis, il y a le lendemain, ça va être autrement. J'ai vu des étapes où je me sentais à la limite de l'abandon et j'étais très, très angoissé. Puis, le lendemain, je ne sais pas pourquoi, ça marchait impeccable. À quoi ça tient, j'en sais rien. Merci beaucoup, Gérard, GG, d'avoir participé à cet épisode, d'avoir partagé ton expérience. Un grand merci également à tous les auditeurs de nous avoir rejoints et de l'avoir suivi avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par mail à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo. Merci beaucoup. Au revoir Gérard. Au revoir. Moi j'ai eu également un grand plaisir à parler avec Marc que je rencontrais pour la première fois ce soir. Voilà. Chez Jocelyne, on va le dire. Chez Jocelyne. Donc tous ceux qui savent un peu savent de quoi il est question. La madone des diagonalistes. Au revoir. Au revoir.